Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Très heureuse en tout cas de vous retrouver avec toute l'équipe du dimanche matin et du lundi matin pour la semaine, bien entendu, pour Bapa. En tout cas, avec nous, nous aurons le plaisir de parler sport dans un tout petit moment avec Ramzi Mhamdi qui est déjà prêt. Bonjour Ramzi. Bonjour, Anna. Comment ça va? Très très bien. Très bien, une actualité riche, bien sûr, en sport. Il n'y aura pas que le football cette fois-ci, il y aura le handball. Il nous en parlera en détail. Nous aurons également un invité, donc il s'agit donc de Fethi Ali Ayadi, qui sera sur notre plateau également pour nous parler de son ouvrage, La Ounissa. Il reste encore une fois dans l'histoire. Et cette fois-ci, on va découvrir le réalisateur et le documentariste sous un autre angle, celui donc de l'auteur, qui vient nous présenter cet ouvrage, toujours dans l'histoire, bien sûr, de la guerre d'Algérie. Nous aurons également Samira Hadjahbar, comme chaque dimanche matin. Aujourd'hui, elle nous fera découvrir une région, en tout cas, très intéressante. Vous allez découvrir avec elle cette énigme, en fait, à travers ces gravures rupestres. C'est la découverte de Kel Souf dans la région de Tardart. En tout cas, on découvrira tout ça à travers ses images et surtout son récit. Et puis, on aura également Yazid qui sera sur notre plateau, également à travers aussi sa rubrique So. Et c'est également Flabnour dans sa rubrique l'actualité de notre communauté établie à l'étranger. Aujourd'hui, elle recevra la chef Shahrazed, vous la connaissez tous. Eh bien, elle participe à ce salon donc, de la dégustation. Elle vient nous parler en tant que blogueuse aussi, à travers un travail qu'elle a réalisé à travers la cuisine algérienne. En tout cas, restez avec nous, vous allez tout de suite apprécier tous ces plateaux et ces invités. Sans plus tarder, mais avant, je vous invite à apprécier cette chanson, une chanson de Tin Hinen, signée Freakland. من هيتا جاتك راسي انه الهيتا درهقت وردوا بغنكي باني اسمكي باني استك من هيتا جاتك راسي انه الهيتا درهقت وردوا بغنكي باني اسمكي باني تنهينا سكمتات سماغوات ايه تنهينا رهقم هولن تنهينا اجولي صوتا قولوا لي مالي ومالو زالي مشى على طول سهر ليالي يكنساني مشى على طول لين نأسنا مالي انا ومال غزالي زينك الدنا يا مرجنا فيك انسان اوترها تزار تغمان جنة التنورين تدغن الدار اوترها تزار تغمان جنة الطيورين تدغن الدار تنهينا سكمتار سماضوات ايه تنهينا رهقم هولن تنهينا اجوي صوتا ايه تنهينا رهقم هولن تنهينا اجوي صوتا ايه تنهينا رهقم هولن. Très belle chanson signée donc Freakland, Tin Hinen, en tout cas avec beaucoup de rythme. On l'accueille comme il se doit, comme chaque dimanche matin, il est là. Ramzi Mhamdi, rebonjour. Rebonjour. En forme? Très en On forme. parlait sport, on parlait aussi donc de notre petite fille qui a eu une médaille. Oui, ma Carrière. fille, Sidra, qui a eu une médaille d'argent, vice-championne d'Algérie en épée, c'est le kung-fu, il y a plusieurs disciplines, il y a le bâton. Elle a tout juste 8 ans, 8 ça ans, promet. c'est sa troisième participation. Elle a commencé très tôt. Très bien. Il faut emmener ses enfants pratiquer un sport, n'importe quel sport. très bien, L'essentiel bien de pratiquer sûr. un sport dès leur jeune âge. Elle a commencé à 4 ans. Eh ben c'est parfait. On lui souhaite une belle carrière, Inch'Allah. Et Inch'Allah. pourquoi pas un jour, on la recevra en tant que championne Inch'Allah. sur notre plateau. Inch'Allah. Voilà, si on est là encore. Hein. Ah. Allez, tout de suite, Inch'Allah. jingle, on se retrouve juste après.
Alors, on va commencer avec le handball. Contrairement aux habitudes, on va Oui. commencer avec le handball. C'est l'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. On en a déjà parlé par rapport au premier match où ils ont perdu l'équipe nationale contre le Nigeria. Ils se sont repris face au pays organisateur qui est le Rwanda. On voit l'équipe nationale. Et ils ont gagné leur dernier match de phase de groupe face à la Zambie hier. Ils vont enchaîner aujourd'hui dans le tour. Ils se sont qualifiés au tour principal. Ils vont affronter qui? Je sais pas. L'Égypte. L'Égypte, voilà. L'Égypte. Et pourtant. L'Égypte, on les affronte toujours dans C'est vrai, cette c'est CAN. C'est les détenteurs du trophée. On a joué contre la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont enchaîner, comme je l'ai dit, cet après-midi à partir Ouais. de 15h30. Après, ils vont enchaîner avec un. C'est un tournoi, un nouveau tournoi non, c'est un remake déjà par rapport à la Ouais. finale, la dernière finale. Et c'est un nouveau tournoi qui commence avec ce tour principal où l'Algérie doit gagner ses matchs, où elle va enchaîner aujourd'hui avec l'Égypte, se reposer demain et enchaîner contre l'Angola. Voilà. Là encore, c'est difficile. C'est deux équipes coriaces. Coriace, exactement. Et le Angola, ça sera le 27? Le 27, c'est ça, Voilà. le 27 à À 12h30. 12h30, d'accord. Très bien. Donc, en tout cas, c'est une équipe brillante quand même, une Oui, belle équipe. ils se sont repris. Bon, ils ont perdu, ils ont fait un faux pas, mais contre le Nigeria, c'était imprévisible pour l'équipe nationale. Après, ils sont bien rentrés dans le tournoi. Ils ont gagné le deuxième match et le troisième match contre la Zambie. On espère qu'ils vont Inch'Allah. au moins tenir tête aux champions d'Afrique. C'est vrai. C'est une grande équipe d'Égypte, mais nous aussi, nous avons gagné 7 fois la Coupe d'Afrique et il faudra enchaîner avec de belles victoires pour aller loin, pourquoi pas arriver en finale. D'accord, Inch'Allah. Inch'Allah. On leur souhaite en tout cas, surtout pour le handball. Il y a Oui. une histoire dans Oui, le il y a- handball oui, algérien, oui, donc ouais, pourquoi pas, on continuera. On- Eh bien, on enchaîne cette fois-ci avec le football. Le football avec la 16e journée, Oui. où, bon, amputé de deux grands matchs, si je peux dire. Oui. L'USMA qui devait rencontrer la JSK et le CRB, le derby algérois, le CRB contre le Mouloudia. Oui. Ces deux matchs sont reportés, mais on a joué. On a joué hier la 16e journée où le SC Tif a étrié l'ESMK 4 buts à 1. On voit les buts de l'ESC Tif. Il y a eu aussi le CS Constantine qui n'a fait pas mieux qu'un but partout contre le MC Bayed, c'est la lanterne rouge. Ils se sont fait accrocher par le MC Bayed qui, malgré ce nul ramené de Constantine, reste bon dernier. Pardon. Oui, oui, allez-y. Et le S Ben Aknoun qui réalise une très belle opération face au MCO, un prétendant au titre, et qui grappille des points et qui enchaîne les belles performances et qui est quatrième avec 24 points, mais avec 24 points devant le CRB, avec le CRB, pardon. On espère que, bon, on va dire que le championnat sera très attrayant jusqu'au mois de mai, où ça sera le 22 mai, ça sera la clôture du Ils sont en championnat. quatrième position. Ils sont quatrième avec D'accord. 24 points. Ça va faire plaisir à Yazid alors. Ah oui, Oui, l'étoile de Ben Aknoun. Aknoun. Oui. On enchaîne avec les autres résultats. Le MBR 7 qui a gagné contre la GS Saoura 1 but à 0. L'ASO Chlef qui a pris le dessus contre le Paradou 2 à 0. Et le SM Mostaganem qui a créé la surprise en gagnant face à Arbo, un autre prétendant au titre. D'accord. Alors en tout cas, on termine avec la compétition africaine avec les Oui. résultats, n'est-ce pas? Oui, un peu, bon, on va dire pas mitigé, mais la JSK, je vais me retrouver avec mes fiches. 0-0. 0-0 face à la SFA. Oui. Et l'USMA qui a gagné hier contre la formation malienne de Djoliba et qui était avec 6 points avant le début du match et qui enchaîne avec cette victoire et qui est à 9 points. On peut dire qu'ils sont qualifiés pour le prochain tour. D'accord. Aujourd'hui, il y aura 2 matchs. Un en Ligue des Champions avec le MCA qui jouera contre l'équipe du RDC de je ne vais pas égratigner leur nom, Saint-Éloi-Loupopo à 14h et le CRB qui accueille pour sa part ce soir à partir de 20h les Sud-Africains de Stellenbosch. D'accord, très bien. Ouais, C'est on compliqué. espère qu'ils vont gagner ils représentent l'Algérie, hein. Même si on est chauvin, si on aime les clubs, le CRB, le Mouloudia, c'est le sûr. JSK. Mais ils représentent l'Algérie. Ils représentent Voilà, l'Algérie. c'est On aimerait important. qu'ils aillent le plus loin possible. Et pourquoi pas gagner les 2 trophées, la Coupe de la CAF et la Ligue des Champions. Alors, donc ce soir à 20h, À 20h. oui, on ne rate pas, hein, Ouais, normalement. il faut Surtout pas- il les faut pas rater, supporters oui, donc, oui, de ce oui, club supporters du- et même
toute l'Algérie. Hein. Au-delà, oui. Ouais. Quand on joue pour le pays, on représente l'Algérie. Exactement. C'est ça. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Merci, Ahmed. On restera bien sûr bien attentif. Ce sera donc les résultats au niveau donc des émissions sportives. Ce avec soir. Mortar Hamani ce soir, plutôt Non, avec ce soir, Hakim. Chaloud et Sarah Derbal. C'est ça. Pour Canal Foot. Et demain, Inch'Allah, pour l'Omnisport, 52 chrono avec Mokhtar Hamani. Très bien. Merci beaucoup Ramzi. Merci, Ahmed. À dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. On continue notre émission. On va retrouver dans un tout petit moment Yazid Aïd Mahidine et Samira Hadj Amar. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage signé Lamia Bedbouda qui nous fait découvrir la naissance de la galerie Idles Art. On se retrouve juste après. Située au Bois des Arcades à Riyad El Feth, la naissance de la galerie d'art Idles Art Gallery n'est pas passée inaperçue. Elle a rassemblé les artistes autour d'un nouvel espace dédié à l'expression, la création et à la liberté artistique. Idles, c'est un nouveau bébé qui vient de sortir, quoi. En fait, c'est un espace qui est dédié à l'art et à tous les artistes qui veulent s'exprimer. En plus, il y a une certaine liberté dans cet espace. En plus, tout le monde me parle de la superficie, là où ils peuvent, et l'utiliser pour faire des scénographies très spéciales. Oui. Voilà. Et l'artiste, quand il rentre ici, il a déjà une idée. Et ça fait vraiment du bien parce qu'on a réussi quand même à offrir un espace comme ça à nos artistes. Chaque détail a été mûrement réfléchi, à commencer par le nom Idles, qui veut dire culture en tamazirt. Il porte en lui l'âme de cette galerie, un espace où l'art s'enracine dans l'identité et s'ouvre à toutes les formes de création. L'aménagement spécial de la galerie a été réalisé avec goût et sensibilité en vue d'offrir un cadre propice aux artistes et amoureux de l'art. À chaque fois qu'il y a un nouvel espace qui ouvre, on est content. On est là présent pour assister, pour partager la joie. Et surtout que ça donne l'occasion aux artistes d'exposer encore des œuvres, d'être dans la création aussi. Je crois qu'il est bien particulier cet espace, parce qu'il a une certaine âme qui diffère un peu de tout ce qui existe, parce qu'on est avec une belle intention. Attention, intention. Plusieurs artistes étaient présents pour une première exposition inaugurale qui a regroupé pas moins de 17 artistes. Chacun a exposé 2 de ses œuvres. Je suis très ravi, très heureux de faire partie un peu de ce groupe, de cette pléiade d'artistes connus ou pas connus ici à Alger, dans la galerie Idles, à qui je souhaite une longue vie, un bonheur et beaucoup de participants pour que vive l'art, voilà, et la culture, voilà, avec une œuvre qu'on voit ici qui nous rappelle un peu le bouclier Touareg. Toujours un espace qui naît pour les artistes, c'est une fierté, c'est un moyen de proposer, de montrer nos travaux. Et puis l'espace est pas mal aussi, l'endroit est pas mal, il a du cachet, c'est un bel espace. Et les artistes peuvent exposer leurs travaux et on verra encore des jeunes, ils proposent, l'espace propose et la galerie propose beaucoup de nouvelles choses. Un espoir pour nous les artistes, Inch'Allah, ça va durer dans le temps. Cet espace est ouvert aux jeunes artistes, ce qui permettra aux visiteurs de connaître leur univers et d'apprécier leur talent. D'abord, commencer par remercier Zola, qui est la galeriste de cet endroit, ou bien la gérante si vous voulez, qui ne s'est pas focalisé sur le nom de l'artiste ni sa notoriété, mais plutôt sur les capacités et le don. En plus, quand on se retrouve devant du Shugalan et du ICRM, ça donne vraiment valeur à l'artiste. Je suis là avec vous pour partager ma joie, je suis tellement content. Moi et tous les artistes exposants ici, avec un nouvel espace où c'est grand, c'est beau, et surtout bien situé. On est là devant le monument des martyrs et en face de la mer. C'est très algérien.
Cet espace a été pensé pour permettre aux céramistes et potiers d'exposer. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Zahra Bacha qui ornent ce mur. Une exposition riche et pleine de couleurs et d'émotions et qui durera jusqu'au 17 février. L'appel est lancé pour les amoureux de l'art. C'est magnifique, en tout cas, bienvenue à cette ce nouvel espace, en tout cas, cette galerie. Et puis on encourage Zola, qui est une formidable artiste. On va la recevoir comme il se doit, donc Samira, comme chaque dimanche, et vendredi, elle est parmi nous. Bonjour Samira. Et lundi. Bonjour Amel. En forme? Très bien, alhamdoulilah. Samira qui me disait que je me suis mise aussi à la peinture, c'est super. On va tous s'y mettre. Inch'Allah. C'est un très bon, comment on va dire, passe-temps. Très bonne thérapie. Oui, un très bon passe-temps. Je voulais rajouter pour Zola, l'exploratrice. Zola l'exploratrice, exactement. Elle fait beaucoup de voyages, beaucoup d'exploration, de randonnées, d'escalade. Elle fait beaucoup d'escalade. Elle est courageuse. Hein. Oui, elle en veut, ben c'est bien. Elle fait découvrir aussi des endroits aux Algériens. Exactement. Je la suis sur les réseaux. Super. En tout cas, bravo à elle. J'espère qu'on aura l'occasion, mais en tout cas, elle est venue sur le plateau donc la semaine dernière et j'espère qu'on aura l'occasion de la recevoir pour d'autres événements. Allez, on vous invite tout de suite à découvrir le thème de Samira Hadj Amar, tout de suite, juste après ça. Alors, on va aller du côté de la Tadrart rouge. Oui, du côté de Janet. Oui. Donc Janet, on connaît, c'est une destination phare du tourisme, de la culture, mais c'est aussi un berceau de civilisation, de préhistoire. Et ça se traduit principalement dans les gravures rupestres que les gens découvrent avec émerveillement. C'est ça. Alors aujourd'hui, c'est une petite chronologie qu'on va décrire. On va commencer par les Kel Essouf. Ce sont des gravures rupestres qu'on retrouve à peu près donc dans la Tadrart rouge. C'est à 150-200 km au sud-est de Janet. Voilà, donc Janet, mais on va dire que c'est quelque chose la Tadrart rouge, on le partage avec le Niger et aussi la Libye. Voilà, donc il y a la Tadrart Akakus qui fait partie de la Libye et le Djado qui fait partie du Niger. Donc ces gravures rupestres dont on va parler, les Kel Essouf, sont aussi existantes dans ces régions. Enfin, c'est pas très loin, on est aux frontières. Et les Kel Essouf ont été donc nommés ainsi par les Touaregs? Exactement, ont été nommés comme ça par les Touaregs. Pourquoi? Parce que il y a eu des chercheurs dans les années 90, donc on va les citer, et c'est à partir de ces chercheurs que j'ai fait ma chronique aujourd'hui. C'est Karl-Heinz Stedler et Michel Thévron, ainsi que Najib Farhat, qui est chercheur au CNRPH. Donc ils ont fait plusieurs sorties avec des guides et des publications en ce qui concerne Najib Farhat. Et je ne sais pas si on peut montrer ça. Bien sûr. On est parti. Voilà. Et ça date, je me rappelle de cet ouvrage. Voilà. Donc on peut l'acheter si on veut. C'est très intéressant. Ça revient sur la préhistoire. Enfin, certains chapitres de la préhistoire de l'Algérie, mais pas que. Donc il y a ces Kel Essouf qui sont localisés dans cette région, 150-200 km de Janet. Elles sont particulières parce que Emelta a commencé à le dire. Kel Essouf, ce sont les habitants du vide. De l'invisible en fait. Ils sont nommés ainsi parce que ces chercheurs, lorsqu'ils les ont découverts ou redécouverts, ont été accompagnés de Touaregs. C'est une région difficile d'accès. C'est une région qu'on peut visiter, explorer à partir des lits d'Oued. On circule en 4x4. Difficilement à pied. Il y a des dunes de sable rouge, c'est pour ça que ça s'appelle la Tadrart rouge. Mais il faut absolument se faire accompagner de guides et absolument passer par l'office du parc le parc naturel de Janet. Voilà, de Janet, du parc naturel culturel de Janet. Voilà, donc ils les ont nommés parce que les Touaregs qui étaient avec eux ont dit que c'était les Kel Essouf. Donc avec des formes très très spéciales, une identité, un style, on va dire, différent. Ce sont les plus anciennes du Sahara central, de toute cette région. Il y en a
a même qui disent que c'était des extraterrestres de l'époque. Oui, c'est des formes bizarres. C'est des formes parce que... Alors d'abord, dans les années 60, il y a eu une alpiniste qui est venu, un Italien, qui est venu en Algérie, qui est venu dans cette région, il s'appelle, qui a fait de l'escalade, il en a même fait un film documentaire. On peut le voir sur YouTube. Il s'appelle Maury Fabrizio. Donc lui, il les avait déjà remarqués. Observé. Il n'avait pas remarqué toutes les gravures, mais il les avait nommées figures ichthyomorphes, voilà. Ichthyomorphes, ça s'appelait comme ça à l'époque, mais dans les années 90, donc les chercheurs les ont nommés lesquels elles souffrent. Moi, je trouve que c'est très joli. Oui, oui, oui. Il y a même Ça un groupe, je crois, de raconte musique qui toujours s'appelle une Qu'elle histoire. souffre. Ouais. Oui, voilà. Donc, c'est des représentations du ressenti de des habitants de l'époque. Ce sont des gravures qui se trouvent sous abri roche. On ne les trouve pas en pleine nature ou à proximité de sources d'eau. Voilà. Donc, Finalement, notre Sarah n'a pas livré tout tous ses secrets. voilà, Non. tout révélé, Absolument pas. tous ses secrets. C'est-à-dire il faut vraiment encore chercher, explorer. Il y a beaucoup de choses à voir et à découvrir. C'est-à-dire que même les datations que je vais donner, c'est toujours environ. C'est parce cela. que c'était avec les moyens de l'époque. La technologie a évolué. Il y a d'autres C'est cela. matériaux. Il y a d'autres considérations aussi. Il y a peut-être beaucoup de choses à Et redécouvrir. c'est des périodes. Voilà, c'est des Oui, c'est des datations périodes. selon les périodes, les apparitions, l'apparition du char, l'apparition des bovidés, etc. Exactement. Donc, et ça, encore une fois, ça permet aussi aux chercheurs donc, de donner une chronologie à ces gravures. Ah oui, alors les premières sont lesquelles elles souffrent. La deuxième période, c'est la période des têtes rondes, C'est ça. en fait. Et la troisième, c'est le bubalin. Et la dernière, c'est le bovidien. Donc, les premières sont des gravures. Les secondes, les têtes rondes, sont des peintures, en fait. Il y a une évolution. Tout ça, c'est parce qu'il y a une évolution. Les premières, lesquelles elles souffrent, sont des gens qui vivaient en total isolement. Ils sont en isolement parce qu'il y avait des considérations climatiques. Donc, un climat très rude. Donc, voilà, ils vivaient, on va dire... En vase clos. Voilà. Et donc, les figures, donc les gravures sont, on va dire, presque sommaires. On a des silhouettes. Oui. C'est pas très C'est bien celle-ci, défini. Voilà, c'est pas très bien défini. C'est ce que les chercheurs appellent les anthropomorphes. Voilà. Donc, on est dans le spirituel, dans le... Et voilà, j'avais fait, on la voit, non pas encore, on va voir une frise donc chronologique qui va faire une datation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une évolution de 1000 à 2000 ans et plus, voire 5000 ans entre chaque Période. chaque période. Voilà, entre lesquelles elles souffrent et une continuité en général. Donc, par exemple, entre lesquelles elles souffrent et les têtes rondes, il y a une continuité. Voilà. Donc, ensuite, il y a parfois, entre le bubalin, et le bovidien, il y a un chevauchement. Donc, c'est une évolution. L'homme va passer de rien, en fait, à chasseur, cueilleur. Il va représenter aussi... il va représenter durant la période bubalin, il va représenter par exemple le grand buffle à cornes, il va y avoir des éléphants, il va y avoir des rhinocéros, il va y avoir des animaux qui n'existent plus en fait. Aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Oui. Et rappelez que Ça prouvait qu'il y avait une vie aussi avant ce désert total. il était vert. Oui, il était vert. C'était la Il y avait l'eau, savane. il y avait l'eau. Il y avait l'eau. C'est pour ça que parfois, c'est comme pour le site N. Boucheret, on a trouvé des choses qui, c'est comme s'il y avait la mer en fait. C'est ça. Voilà. Donc il y a eu un changement climatique et ce changement a impacté sur ces populations qui, au départ, au temps desquelles elles souffrent, vivaient en autarcie, vivaient en isolement. Et puis après, quand les climats s'est amélioré, ils se sont déplacés en fait. Il y a aussi des fossiles, donc avec les fossiles, on arrive aussi à découvrir. Oui, il y avait une vie, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Le mode de vie, c'est... déjà, ce sont les premiers artistes de l'humanité. C'est ça. Voilà. Alors, j'avais vu que... Ils ont il y inventé avait un même- art. Même dans la tenue vestimentaire, on peut aussi en dire quelque chose. Oui, bien Oui. sûr. Ils ont fait des représentations, mais parfois, Les elles sont femmes aussi exagérées. avaient hein. des tenues aussi qu'on découvre. Oui, des tenues et même par rapport aux têtes, les formes, comment elles étaient Ils n'avaient pas de miroir à l'époque, il faut le rappeler, et ils n'avaient pas en fait la même perception d'aujourd'hui. À l'époque des têtes rondes, par exemple, on sait qu'il y avait des êtres mystiques, il y avait des représentations de masques. Ils D'accord. mettaient des masques à leur on ne sait pas pourquoi, sauf que les archéologues disent que c'est pour une question religieuse, onirique. Mais il y a toujours le désert, il est tellement Profond.
tellement avec les étoiles, tel que c'est, surtout dans l'Adrar et surtout dans le Tatili des Nadjers et même dans la gare. C'est des endroits qui sont hors dimension, c'est des endroits qui ne ressemblent à nulle part Ce qu'on peut ailleurs au dire, monde. c'est qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, ce qui Non. fait que les étoiles sont parfaitement bien observées. Les planètes aussi, il paraît qu'on arrive à voir aussi certaines planètes On voit tout d'un certain lieu. toutes les galaxies, Oui, c'est les- extraordinaire. Comment s'oriente les Touaregs? Les habitants du désert s'orientent par rapport aux Bien cartes sûr, du ciel. bien sûr. On dit qu'ils lisent dans les étoiles, mais en fait, ils connaissent, ils ont mémorisé depuis toujours le positionnement des constellations. Donc, ils connaissent leur chemin, ils savent où se trouve l'eau grâce à ces constellations. Donc, ils peuvent s'orienter même dans le noir absolu, même si le noir absolu n'existe pas dans le Incroyable. désert. Ouais. Voilà. Quand même, hein, ça fait peur. Hein. Personnellement, je ne prends pas de teinte, je préfère me couvrir du voile du ciel la Ah oui? nuit. D'accord. On va dans le désert pour voir les étoiles, surtout la nuit, c'est vrai. surtout que le ciel, on a l'impression qu'il est très bas, donc on n'a pas besoin de couverture. En tout cas, il faudrait que les clubs d'astronomie fassent donc une découverte hein, et ils y aillent beaucoup plus souvent, faire pourquoi pas des festivals. Hein. Exactement. Donc juste rappeler qu'il y a à peu près 300 sites. Environ, hein. Il n'y a pas de certitude parce que tout n'a pas été découvert et qu'on sait que ça date de moins de 10 000 ans à 12 000 ans. Voilà, et que ce sont des périodes qui racontent, c'est pas seulement l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de l'humanité qui s'inscrit avec ces gravures. Donc très bel endroit à découvrir, allez-y, avec un guide, avec l'autorisation de l'Office du Parc. Bien sûr, voilà. aujourd'hui, obligatoirement. Eh bien, Samira, on va continuer à en parler. Oui, on bien retrouve dans un tout petit moment Yazid, juste après ça. Et bien sûr, on aura le plaisir de découvrir sa rubrique d'aujourd'hui. Sur le plateau, eh bien, Samira, on discutait d'ailleurs donc de ces gravures rupestres et peintures rupestres donc de notre beau désert. Oui. Donc on parlait que c'était donc de nouvelles apparitions, enfin ce sont des apparitions, mais qui sont toujours plus intéressantes, énigmatiques, hein, n'est-ce Elles pas? sont mystérieuses, elles sont fascinantes. Voilà, c'est le mot qu'il fallait. Oui, Mystérieuse. mystérieuse, très très mystérieuse, très mystique, très onirique, très. Yazid les connaît. Oui. Ah ben oui, Yazid. je les connais. Bonjour, ça va, Samira, ça va, vous allez Encore. bien? Chaudement, Kimékolo, ça Ouais. va? Oui. Et puis quel souffle, c'est ça, vous parlez Oui, de... quel souffle. Quel souffle. Quel souffle? Eh bien, quel souffle, ça a inspiré beaucoup de narrateurs, d'écrivains, etc. D'ailleurs, il y a même un conte
de Kelsouf qui s'appelle Avirar. Avirar qui veut dire le renard en tamashek. Donc il y a tout un patrimoine immatériel enfin, qui a capté mon intérêt. J'ai lu un petit peu cette histoire, ce conte magique de Avirar. C'est des poètes tous, hein. Pour la plupart, ce sont tous des poètes et surtout, ils ont été guidés par la vie, n'est-ce pas? Samira, quand je lui ai donné un parchemin, on va dire, en cuir, que j'ai reçu d'un des plus anciens fabricants maroquiniers donc, de Janet, à l'époque, il y a très très longtemps, et Samira me l'a décortiqué en fait. Ouais, elle a été. C'est une belle poésie. Elle a été à Janet, elle nous a parlé Asna. Je vais être très honnête. Non, mais elle m'a raconté une très belle poésie. On a fait la traduction, c'est dommage qu'on ne puisse pas le voir, mais je me suis fait aider de l'intelligence artificielle. Comme quoi, ça peut être très utile, l'intelligence artificielle, pour pouvoir traduire. C'était en tamashek. Et ensuite, pour aussi localiser, c'était une poésie en fait. C'est une très belle poésie. Très belle poésie, ben, on en reparlera. On en parlera, bien sûr. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est les contes magiques, c'est de l'intelligence. À l'époque, c'était tout. C'est du cinéma, c'est de la peinture, c'est pratiquement, c'est de la philosophie, le conte. Et vraiment, il faut percer les mystères des contes parce que c'est très, très important. C'est vraiment, ça reflète l'âme de la région de Janet, de l'Algérie. Des Touaregs en général, puisqu'ils se déplacent, ils se sont toujours déplacés, ils continuent à se déplacer grâce à Dieu. Donc c'est sur plusieurs pays. Juste pour rappeler que lesquels elles souffrent, pour la technique, je veux dire, c'est l'un des plus grands mystères, c'est comment ils se sont levés pour aller piqueter, parce que ça s'est fait, les premières gravures, hein, donc lesquelles elles souffrent, sont faits, ils ont été piquetés, des formes ou des choses qu'ils voyaient ou qu'ils croyaient voir, puisque sur les murs, en fait, dans les abris sous roche, dans des grottes, exactement, pour marquer leur histoire, puisque la preuve, ça s'est passé il y a plus de 10 000 ans. C'était haut, donc aussi, encore une fois, peut-être par rapport au niveau de l'eau. Voilà. Et comment ils sont passés par la suite, donc à l'époque, à la période des têtes rondes, ils sont passés à de la peinture, donc ils sont allés utiliser de l'ocre, puisque c'est ce qui est prédominant dans la tadrart rouge, donc ils ont utilisé avec leur technique la terre, l'ocre local, bien sûr. Voilà, pour en faire des peintures, c'est-à-dire ils sont passés au stade des peintures aussi pour décrire leurs croyances, tout ce qui est religieux, tout ce qui est onirique. Et par la suite, ils sont revenus à des gravures, donc à une autre technique qui est la gravure profonde. C'est à l'époque, et précise, à l'époque du Bubalin. Et ensuite la peinture et la gravure. Donc pour la dernière période, qui est la période du Bovide. Voilà, la domestication, on va dire, ils ont évolué, mais 10 000 ans ou plus. C'est incroyable comment est-ce que cette peinture est restée quand même, malgré le passage du temps. C'est incroyable. Oui, elles ont traversé des milliers d'années jusqu'à nous arriver à nous, pour nous raconter ce qui c'est le meilleur témoin. Elles sont le témoin de l'évolution de l'homme. Heureusement, les artistes reprennent ces gravures à travers donc, des tableaux, à travers donc, des formes aussi. Toutes les formes artistiques sont représentées. Ils sont représentés dans tous les objets, tout ce qu'on veut, même vêtements, tout ce qu'on... Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a même un appareil photo qui permet donc de découvrir la gravure ou la peinture telle qu'elle. Alors si on doit prendre l'exemple du CFA, il y en a plus de 15 000 et elles sont magnifiques. Elles sont aussi à des endroits très très difficilement accessibles. On peut aller dans le CFA, donc c'est une cité de pierre. On peut y accéder à pied ou à dos d'âne. Pour la Tadrart rouge, on peut y aller en voiture, en 4x4. Même pas une voiture normale, il faut un 4x4 ou une voiture en fait. Voilà, et on peut le visiter à travers les oueds, en fait, les rivières qui sont asséchées. Sinon, c'est extrêmement difficile. Au Séphar, elles sont, on peut les retrouver en étage, parce qu'ils se mettaient en étage aussi. On suppose que c'est parce qu'il y avait l'eau c'est clair, à l'époque. Voilà. Donc oui, il faut quand même... C'est vraiment une curiosité. Oui, savoir. Vraiment. Mais c'est pour marquer aussi toute l'importance capitale de ce patrimoine algérien. Bien sûr. Qu'il faut absolument ne pas écrire son nom graver son nom à côté d'une gravure.
Vraiment être criminel de faire ça. Sachant que donc les têtes rondes, donc les habitants de cette période, sont allés graver sur lesquels elles souffrent. Ah, donc quand même. parfois, on peut retrouver des sites où il y a une superposition de... Donc eux-mêmes faisaient du... Donc il y avait des vernissages hebdomadaires apparemment. Hein. Il y avait des vernissages Je sais pas hebdomadaires. combien de temps. Bien dit, Yazid, merci. Ben oui, c'est des vernissages hebdomadaires. À chaque fois, il y a des. Encore une fois, il y avait une galerie à ciel ouvert. Ben, c'est des galeries à ciel ouvert, oui. Tout à fait. C'est des galeries, c'est de grands artistes et elles ont duré. Et puis, c'est fascinant, franchement, que de savoir, ils ont eu l'idée de enfin, ils se sont levés pour aller piqueter ou la peindre. La technique, toute cette technique qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y avait pas encore d'audiovisuel et de télévision. Donc, Ils il étaient fallait un réalisateur qui a. plus raffinés, Tout à fait. c'est ça, ils étaient plus intelligents, plus raffinés. Voilà. Et oui, c'est ça, pourquoi ils pas. étaient épris de culture déjà Tout à à fait. l'époque. Oui. Yazid, on va donc te donner la parole dans un tout petit moment, Oui. n'est-ce pas? Je suis On va studio, parler voilà. donc de So dans sa rubrique tout de suite, juste après ça. Samira, merci bien sûr. Et on va passer à Yazid qui va nous parler de son actualité. Oui, je vais parler de la Cinémathèque, puisque la Cinémathèque, depuis un moment, depuis cette fin de semaine, donc il y a eu beaucoup d'événements, le centenaire de la naissance de Youssef Chahine, et puis le 60e anniversaire du film de la bataille d'Alger, avec tout ce travail de coopération algéro-italien en matière de cinéma qui a commencé hier et qui se déroule jusqu'à demain. Donc il y a ce travail sur ce film, la bataille d'Alger, et qui a été... qui a bien voyagé, qui a reçu parce ce prix de Lion d'Or à la Mostra de Venise. Et c'est un film qu'on ne cesse pas de le voir et de l'apprécier, puisque c'est un... Il est même étudié au niveau des universités aux États-Unis. Tout à fait. Il est étudié, et puis c'est un film il y a beaucoup d'émotions dans ce film, et puis il y a cette qualité documentaire. Il a documenté cette force libératrice des Algériens qui ont fait face à la barbarie coloniale, aux explosions, etc. Tout ce qu'a fait donc les parachutistes à l'intérieur de la base. Qui a fait tomber une armée qui était absolument comme une armée assez forte. Samira veut dire quelque chose, Samira. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la guérilla urbaine, donc la bataille d'Alger, est enseignée dans les camps militaires en fait américains, et qu'il y avait des acteurs majeurs parce qu'eux-mêmes avaient participé à la bataille d'Alger et à l'indépendance du pays dans le film. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, c'est intéressant, mais je voulais juste dire que dans ce film, la bataille d'Alger, il y a plusieurs assistants. Il y a Zined qui était assistant. Il était assistant, il a géré toute cette foule qui était là et qui vit, et c'était en 66, c'était à 10 ans à 4 ans de l'indépendance, et les gens, ils s'impliquaient dans ça, ils voulaient présenter vraiment une œuvre monumentale pour le monde. C'était une affirmation identitaire, une affirmation de ces gens qui ont libéré leur pays. Il y a aussi Ali Maroc qui participait dans l'action photo. Il faut citer tous ces noms qui ont participé. Ali Maroc, qui était un grand photographe algérien qui avait donc qui a laissé un héritage aussi photographique impressionnant. On avait tout à fait. Puis il y a aussi ce Brahim Haddad qui était un inconnu. C'était quelqu'un qui n'a pas fait de film, qui n'était pas connu. Il ressort comme ça, il joue à l'île La Pointe, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Tous les acteurs étaient fabuleux. Hein. Tout à fait. Donc il y a autour sur ce film qui a eu ce prix de la Mostra de Venise, il a été restauré quand même à la Cinecittà de Bologne en 2004. Je pense que c'était un film qui a été restauré également. Et puis, on ne cesse pas de... Et puis, il a été interdit à un moment donné, ce film, en France. Il n'a pas été diffusé. C'est vrai, il a récemment, je pense en 2004... Je pense en 2004, qui a été projeté dans les cinémas et dans les salles cinéma. Et voilà, donc... et puis, par rapport à cet événement le 60e anniversaire de la bataille d'Alger, donc on rappelle aussi qu'il y a beaucoup de masterclass avec, pour le son, pour le scénario. D'ailleurs, il y a un très beau documentaire sur les coulisses donc, du tournage du film.
encore une fois avec beaucoup de témoins, des témoignages aussi. Donc, Oui, il y a personnes qui ont raconté. il y a Salim Agar, Salim réalisateur qui a Agar, travaillé sur la bataille d'Alger. Il y a Ben Smaïl aussi qui a travaillé sur ce film, La bataille d'Alger. Donc on ne cesse pas d'en parler, de trouver toujours des aspects liés à ce film par rapport à l'histoire, par rapport à la réalisation, par rapport au jeu d'acteurs. Oui, Gino Ponti-Corvo, bon, qui a fait ce grand film avec, bien sûr, Yasser Saadi, donc, qui était déjà un héros de la bataille d'Alger, et puis il était dans ce film, c'est lui qui a fait ce film, c'est lui qui a... Et la musique qui était très poignante, encore une fois. Oui, Henri Morricone, donc Ennio Morricone, Morricone qui a fait ce grand chef-d'œuvre de la bataille d'Alger. Ben, tout le monde maintenant, les Algériens, ils connaissent tous les répliques de ce film. Oui. Et vraiment, les gens, tout le monde a vécu dans ce film. On est à la maison à l'époque avec le noir et blanc, et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, beaucoup d'émotions en regardant ce film. Hein. Oui, le film a été déjà, il a eu beaucoup de prix, pas uniquement à la Mostra de Venise, c'était Lion d'Or, c'était le moment de consécration. Et en parlant de la Mostra de Venise, il y a eu aussi un film sur cette fille de Raza, la voix de Hind, donc ce film qui a reçu ce prix à Venise, le Lion d'argent, je pense, à la Mostra de Venise. Et aujourd'hui, il est nominé aux Oscars. C'est le film de Kautar Ben Hania, la Tunisienne, qui a en fait immortalisé la voix de cette Hind qui était à Gaza et l'armée israélienne, donc ils leur ont imposé de se déplacer vers le sud. Et en se déplaçant, il y avait un contre-ordre aussi et ça s'est retrouvé dans des bombardements, et elle cherchait à contacter le Croissant Rouge palestinien, et cette voix, elle restait, ils ont gardé cette voix naturelle, originale, et elle en a fait un grand film, Kautar Ben Hania, la Tunisienne, et qui rappelle un peu ces Palestiniens qui sont laissés pratiquement seuls face au génocide israélien. Et des civils en plus, c'est des civils qui se font tuer encore une fois. Absolument. Donc ce film est nominé aux Oscars. Il y a deux films palestiniens également qui parlent de la Palestine, de la situation à Gaza. Il y a 1936 aussi, c'est un film qui parle de la résistance du peuple palestinien qui sont aussi nominés aux Oscars. Donc voilà, pour dire un peu, il y a une filiation entre la bataille d'Alger qui parle du courage d'un peuple, de la libération de ce pays, et aujourd'hui la voix de Hind qui rappelle en fait cette Palestine qui est là et qui reste et qui est une voix et qui immortalise l'éternelle Palestine. Tout à fait. Et la souffrance de tout un peuple, encore une fois, qui est donc tué constamment, quotidiennement, aujourd'hui encore. Hein. Oui. Et donc, en parlant cinéma, maintenant on parlera également du ciel, de la neige, parlons un peu de ce beau temps, parce que les gens disent non, il fait mauvais temps, non? Oui, il fait beau. C'est une symphonie du temps. Il va neiger beaucoup. Oui, par rapport à la neige. En tout cas, nous, sur la route, on avait vu, du côté de Médéa, il a bien neigé. Oui, donc à plus de 1000 mètres d'altitude, donc il y aura de la neige avec une épaisseur de 10 mètres. Faute de météo, je vais faire la météo. Voilà. Je vous parlerai de ça. Il fait très beau à Tam, je sais. J'ai écouté ce matin à la radio. Et puis il y a aussi ce fabuleux paysage des régions de Ain Safra, des régions de N'Ama, de l'Biyab, où la neige côtoie le sable, pour rappeler un peu cette parabole de Mohammed Dib dans les arbres à dire, voilà, donc dans les saisons. Et on voit aussi donc cette beauté de ce pays qui passe du soleil radieux à Taman Rasset. Il fait beau à Tam. Il souffle. Non, Kelahagar.
Tel Les Hagar. habitants de Tamanrasset. Tel Hagar, donc on voit tout ça. Et puis il y a beaucoup d'associations de randonneurs qui demandent aux gens de ne pas se déplacer comme ça parce qu'il y a aussi Seul. le risque d'avalanche. Il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées donc coincées, par la etc. neige. Et puis il y a le travail que font la protection civile des régions montagneuses du côté de Bouira, etc., qui ont maintes fois l'expérience. intervenu pour sauver des animaux, pour sauver. Et puis chapeau pour les associations aussi qui montent sur les sommets pour donner des graines pour les oiseaux. C'est vraiment fabuleux et c'est une tradition qui est pérennisée par ces associations. En été, c'est de l'eau qu'on offre et en hiver, c'est un petit peu de graines pour les oiseaux et surtout les animaux des alentours. Et puis le soir, il faut quand même lire des contes populaires et voilà. C'est ça. Oui, Toute la vraiment, journée, mais j'irai le soir. Non, le soir. Le soir. Pour dire Machaoui, il faut dire le soir, tu ne peux pas le dire maintenant, on ne peut pas le raconter. On ne peut pas raconter, c'est un crime de lèse-majesté de dire un conte le matin. Le matin, d'accord. Agitek soir. majitek, Machaoui, tel Machaoui, etc. Bon, pour les enfants aussi en après-midi, c'est faisable aussi. L'après-midi peut-être. Pour la sieste. Voilà. Mais généralement maintenant, c'est un cérémonial que ma fille vient, quand elle vient, elle me dit Machaoui, c'est-à-dire c'est le moment cérémonial. Pour la petite Très bien. histoire. Pour Elle sera raconter, nourrie. Donc, pour de contes. raconter le grain magique. Et le grain magique, en fait, c'est l'idée originale du portable, hein, parce que c'est un grain magique. Et parce que la maman qui a donné donc, le grain à son fils pour qu'il puisse la contacter, à travers ce grain, et le grain qui rappelle, quand le grain part, c'est que la maman elle est à 1000 km et elle l'entend, ça veut dire qu'on avait l'idée du portable Bien avant la avant. du portable. L'intelligence. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de... Donc il y a ce conte magique aussi de Avelar, le renard, donc de la région de Tamanrasset, donc de Janet, il y a ce conte magique Targhi. Il y a le grain magique donc, qui a été immortalisé par Taous Amrouche. Il y a de formidables contes. Il y a les contes d'Anderson qui sont très connus aussi, les contes d'Anderson. Oui, il y a, comment elle s'appelle, Jacqueline Guérouche qui a écrit aussi des contes du côté de la région de l'ouest algérien. Il y a sa fille qui a écrit récemment sur le couscous. Donc il y a eu l'idée la dernière fois de le mortaliser. Rappelle-toi, Yazid, aussi l'association donc, du thé vert, qui était donc de Tamanrasset, qui avait écrit un très beau livre sur les contes de Tamanrasset. Moi, je trouve qu'ils sont fabuleux. L'association du thé vert, d'ailleurs, on les a oubliés. Ils venaient une fois par an, je pense. Oui, c'était pour faire la promotion de la prévention contre le sida, déjà, ils venaient pour ça. Et puis, ils ont beaucoup travaillé dans le domaine du conte populaire et du patrimoine immatériel. Alors, Fela nous dit le couscous du bonheur. Le couscous du bonheur. Non, un couscous de rêve, non? Le couscous du rêve, du bonheur, c'est essentiel. Couscous du rêve, non? Couscous fiha, il le faut. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'on a parlé aussi donc, de Youssef Chahine. Là, encore une fois, hier, Canal Algérie a fait tout un programme autour donc, de son film avec... Mais tu en connais quelque chose, Youssef Chahine. Ah, on l'a reçu, on n'oubliera pas. Hein. C'était son invité principal. Oui, il y a quelques années. Oui, quand il a fait le film Soukout Ben Saouem. Une autobiographie. Oui, hein. silence, ça tourne, et voilà. Voilà, c'était un beau souvenir. Il était venu en Algérie et puis on l'avait reçu en exclusivité toute une bonne demi-heure sur notre plateau. Oui, il y avait les films Le Destin, le moineau, donc le Osfor qui a été, il a été diffusé hier, je pense, le vendredi. Oui. Et puis il y a beaucoup de centenaires. Donc, oui, il y a Dieu Bonaparte aussi. C'est un film très intéressant. Le Destin Al-Masir, Al-Ard. Il y a le retour d'un réalisateur. Donc il y a beaucoup de avec Ahmed Agoumi dans le film. Il a tourné dans le film de Youssef Chahine. Donc le film qui est passé hier. Et puis même la Cinémathèque célèbre son anniversaire en fait aussi. C'est ça. Qui n'a pas été à la Cinémathèque pour voir Fellini, pour voir Youssef Chahine, pour voir les plus grands réalisateurs. Pour voir tous les plus grands réalisateurs nous disent, algériens nous disent que ça a été leur école. Oui.
aller à la cinémathèque tous les jours, voir de grands films, ça les a donc nourris absolument pour devenir par la suite Moi, ça m'est de arrivé grands de voir des réalisateurs. films seuls à la cinémathèque Oui, aussi. bah oui, j'ai fait Fellini pratiquement seul à la cinémathèque. Et puis, je me rappelle aussi les grands moments de la cinémathèque avec des projections des films de Nouri Bouzi, de Mahmoud Ben Mahmoud, vraiment avec... Des classiques. Avec Boudjma Boudjma Karel. Des rétrospectives Oui. très intéressantes et internationales. Tous les cinémas du monde sont passés à la Cinémathèque d'Alger. Récemment, aussi, il y avait, je pense il y a 5 ans, il y avait Oliver Stone aussi qui était invité à la cinémathèque. Il y a eu pas mal de grands réalisateurs qui ont fait... Ils ont fait un beau passage. En tout cas, voilà, So, ça a été donc un récapitulatif aujourd'hui. So, c'est ça, cinéma, 7e art, puis la neige et les contes populaires, et voilà, les contes magiques. Voilà. C'est beau. Quand on reste à la maison, et bien sûr, quand il y a la neige dehors, Et le puis froid, pourquoi on pas est là. ne pas adapter ces contes magiques au cinéma, pourquoi pas. peut-être aux jeux vidéo, parce que maintenant les jeunes sont vraiment accros aux consoles, etc. Ils peuvent intégrer aussi des jeux vidéo inspirés des contes populaires. Oh là là là. Si, je suis d'accord. Voilà. D'autant plus que les contes aussi puissent de la poésie et de la tradition orale. Donc oui, bien sûr. Donc c'est une manière de conserver le patrimoine immatériel dans la continuité. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce conte, je l'ai raconté de wed en wed pour les enfants généreux. C'est beau ça. C'est très bien. Merci pour cette belle présentation, Yazid. On se dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, qui حطها على بالك. Yazid. J'étais من Sahara, vraiment elle est venue de l'Arwa. Oui, elle nous a manqué, mais on est content pour elle. En tout cas, nous à Nas Larwat parce qu'on a travaillé avec eux, des gens formidables, très gentils, en tout cas, et on aura l'occasion de voir, en tout cas, les voir pour la On nous a plupart. ramené des truffes. Non, il y en avait sur la route, c'est vrai. Bon. Merci beaucoup, Merci, Samira. À demain. À demain. Inch'Allah. Eh bien, quant à moi, je vous dis donc tout de suite, je vous laisse en compagnie d'une belle chanson, Jani Madjani, c'est Tahar Fergani. On se retrouve juste après. C'est joli, Jani Madjani. جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني واصفر جلبايب جيت وذا أحبابا غايب جاني ما جاني عن طرف جناني خخور ما أني واصفر جلبايب جيت وذا أحبابا يا بويا سلام عندي طفيل يخرج لي عاد ادم يقرا في اللوحه جاني الباب راح يده مجروحه جاني ما جاني عن طرف جناني خوخور مالي وصور جلباي جيت الوباء حبابا غايب
يعرف الحومة ريتو شي طفلة طفلة مغروم وما تمشي وتنزايد عشقي وغرا أمي في بنت القايد جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني واصفر جلباي جات الوداع حبابا غايب يا بابا سالم وين هي الكلمة اللي كنا الباب حيا نعودوها حبيبها بس روحوا جيبوها أقر في جناني فخور ماني وسط جلقاي جيت نوال إذا حبابها غايب C'était donc Hassan Fergani. En tout cas, on a le plaisir d'apprécier cette belle voix. Pour Adlan, pardon, j'ai dit Hassan. Adlan Fergani, je m'embrouille les pinceaux et j'imagine que ça fait plaisir à notre invitée ce matin, n'est-ce pas? Fela ne va pas dire le contraire. Fela aussi, elle aime bien. Hein. Ah oui, bien sûr. Bonjour Fela. Ça parle en plus de Sfarjel et de Exactement. tout ça tombe très bien. Comment tu vas? Ça va, je te remercie, Amel. Et Voilà. toi? Et bah oui, Fela aussi était absente la semaine dernière. Abdi Abbas. Abdi Abbas pour fêter Yenayer. Ouais. C'était riche comme actualité. C'était hein. très C'était intense, très riche. surtout, très riche, une découverte. Je ne connaissais pas Abdi Abbas. On Ouais. connaît beaucoup plus Karim. Le voyage par train aussi. Par train, 24 heures. Bon, 24 heures, mais on a pris tout le temps. Beaucoup C'est de arrêté à haltes. Oran, Ouais. et puis voilà, donc il y avait l'ensablement, le Oui. problème d'ensablement sur le les chemin. rails et sur le chemin, oui. Mais c'était très agréable parce qu'il y avait de belles rencontres. Il y avait Très belle rencontre dans le train. Nawardia qui faisait la poterie, des chanteurs et des artistes de Chaoui, de Batna, magnifique, avec une voix magnifique tout au long. Et des spécialistes. Donc, on n'a pas senti qu'on a pu, oui, oui, qu'on et a beaucoup pu de spécialistes, écouter, des chercheurs, et une délégation officielle à leur tête, Sil Hashmi Assad, le secrétaire général du HCR. Voilà, en tout, on a eu l'occasion de goûter à leur couscous. Et on a une spécialiste avec nous aujourd'hui. Alors, je me dis, j'ai jamais pris le train ici. Je dois le prendre. J'ai jamais vécu cette expérience. Oui, il faut essayer. Bonjour, Donc, Shahrazad. on a avec nous Bonjour. Shahrazad Laoudedj. Bonjour Shahrazad, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette belle invitation. C'est une invitation pleine de saveurs, je dis. Ouais. Oh, Un visage connu, Et très un visage algérienne. connu, un visage aussi très suivi, Absolument. n'est-ce pas? Merci. Ouais. J'ai ramené ça de Bni Abbas. Ah ouais. Donc, Bien sûr. Voilà, donc ça c'est. On lui donnera la fin. À l'occasion. Et pareil, c'est une région que je dois visiter, je l'ai toujours pas fait. Ah, mais c'est magnifique, il y a beaucoup de choses à voir à Bni Abbas. Ils pratiquent du ski à Bni Abbas. Oui, oui. Oui, ils ont des dunes incroyables, donc ils ont des clubs même de ski. Quand on dit qu'on a un pays continent, on n'exagère pas, hein. On n'exagère Oui. surtout pas, on a C'est réellement vrai. un pays continent. Et c'est un champion international qui est à la tête d'une association pour Masha'Allah. apprendre le ski ou pour faire l'activité du ski. Masha'Allah. En tout cas, c'était très agréable. Donc, nous avons avec nous Shahrazad. Ravi. Et vraiment, depuis le temps, Grande on se dame, dit, on va se voir. On se croise plusieurs fois et après on dit oui, il faut qu'on la fasse cette Oh, émission. on va se- Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, et puis vous êtes déjà venu sur nos plateaux. C'est vrai. Oui, il y a quelques vrai. années, c'était pour vrai. la présentation d'un de vos livres d'ailleurs. D'ailleurs, le premier livre, la livre. première chaîne sur laquelle je l'ai présenté, c'était ici. C'était sur Canal Algérie. Ouais. Donc c'était la première chaîne qui m'a ouvert ses portes. Et là, le retour. C'est un plaisir, en tout cas, de vous recevoir. D'ailleurs, cette mission, j'allais dire, d'ambassadrice de l'art culinaire algérien a débuté très très tôt, d'ailleurs, avant même qu'on lance des vidéos, des blogs sur l'art culinaire, en 2010. Tout à fait, en 2010. En 2010. 2010. Donc cette mission
elle m'a animée depuis ce temps-là, avec plein de recettes, plein de saveurs. En fait, quand je commence cette aventure avec un blog, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et je découvre qu'on ne connaît rien sur la cuisine algérienne. Je me dis, tiens, c'est ça, je dois faire ça et je dois écrire cette cuisine. Surtout à l'étranger, à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose. Et je dois la faire connaître à tout le monde. En fait, le souci, c'est qu'on découvre qu'elle n'est même pas connue auprès de tous les Algériens. C'est qu'à un certain temps, on était chacun enfermé dans sa région. On ne connaissait que la cuisine de sa mère, sa grand-mère, son entourage. Mais les gens de l'Est ne connaissaient pas la cuisine de l'Ouest et vice-versa. Et il fallait faire ce travail-là, ce travail de démocratisation de la cuisine algérienne et de référencement et de référencement, surtout référencer, écrire. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc il fallait écrire cette cuisine et c'était le début. Et la mission était doublement importante auprès de la communauté algérienne établie à l'étranger. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est le déclic parce que d'autant plus que vous avez fait des études en médecine. Tout à fait. En fait, je commence ce blog par passion. Moi, à chaque fois, je me dis une desperate housewife qui est entrée en cuisine. Et j'adore me décrire comme ça parce que c'est devenu une passion. La passion, elle a commencé avec la pâtisserie algérienne où j'ai commencé à en réaliser avant déjà le blog. Et je commençais à en offrir et les gens me disaient mais c'est génial, c'est des merveilles. Et je me disais, ah oui, on ne connaît pas toutes les merveilles de l'Algérie. Donc elle commence là et on me dit, ah tiens, fais traiteur ou au moins ouvre un blog. Et comme mes enfants étaient encore en bas âge et ils avaient encore besoin de moi, je me suis renseignée, c'était le début de la blogosphère et je commence à écrire. Et c'est là où je découvre, à chaque fois que je mettais surtout la cuisine de l'ouest de l'Algérie, on me disait, ah non. Parce que vous êtes originaire d'Oran. Tout à fait. Oran et Tlemcen, parfois on me dit, ah mais non, mais c'est. Parfois, il y a des Algériens qui te disent « Ah, mais c'est pas algérien ». Et c'est là que je dis « Mais c'est pas normal. Cette cuisine avec laquelle j'ai grandi, il y a beaucoup qui ne la connaissent pas. Comme moi-même, j'avais découvert à l'époque beaucoup de recettes que je ne connaissais pas. Shorba Félix, je n'ai pas grandi avec ça. Shorba Péta, je n'ai pas grandi avec ça. Rechta, je connaissais pas ça. Exactement. Il y avait le Hira et Shorba Vermicelle. Et d'autres variantes, mais le fri qui n'existait pas dans l'Est, ni Shorba Péta, ni la sauce blanche. Donc c'est là où on découvre que si moi, je ne connais pas toute cette richesse et les autres ne connaissent pas la mienne, c'est qu'il y a un gros travail à faire, déjà auprès de la communauté à l'étranger et auprès de tous ceux qui aiment l'Algérie et qui souhaitent découvrir. C'est vrai, ça a bien changé en tout cas de nos jours. Hein. 15 ans, ça y est, tout le monde essaye de faire les recettes de l'Est, de l'Ouest, etc. Ça s'est vraiment démocratisé aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça c'est, alhamdoulilah, j'en dis tout ce travail acharné de ma part et de plein d'autres personnes qui ont fait ce travail-là, justement pour démocratiser cette cuisine algérienne et de la rendre tendance. Alhamdoulilah, que maintenant ça fait plaisir. On voit de plus en plus de restaurants algériens. On parle même de diplomatie. On parle de diplomatie culinaire. Et de soft power à travers la cuisine. Et à propos de diplomatie, avant de continuer cet échange passionnant, on va revenir sur un petit peu les informations et l'actualité qui concerne la communauté algérienne établie à l'étranger. Il y a eu la rencontre la semaine dernière du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger à Athènes avec la communauté, avec les Algériens qui est établie en Grèce. Et c'était en marge de la commission mixte algéro-grecque, la commission économique. Et c'était une rencontre qui a coïncidé avec Yenaïr. Donc c'était vraiment une belle occasion non seulement d'échange, on voit un petit peu quelques photos. Donc voilà, c'est le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chayeb. Donc il y a eu un échange vraiment très intéressant. Il y avait les plats traditionnels de différentes régions, j'imagine. C'était une fête, une fête assez particulière, surtout que cette année, toutes nos représentations diplomatiques ont fêté Yenaïr. Et donc c'est exceptionnel. Oui, ça c'est vraiment exceptionnel cette année. Elle fait du très beau travail et ce n'est que le début. Ah oui, les rencontres se multiplient depuis son installation avec la communauté nationale à l'étranger, établie à l'étranger. Oui, on se sent écouté. Tout à fait. Oui. Donc, et ça, c'est très important pour que ces liens, ce pont se construisent. Se renforcent, voilà. D'une manière. On voit de belles images. De façon, naturellement, il est déjà là parce que même les personnes qui sont nées à l'étranger,
elles sont attachées et Ah non, mais cet très attachement, attachées. on peut pas le rendre, c'est incroyable. Oui. Et toute cette communauté est au service de notre beau pays, quoi qu'il en soit. Et ce qui est Absolument. génial, c'est au-delà du fait d'être écouté, c'est de créer des synergies, de faire rencontrer cette communauté les uns aux autres. Et ça peut même parfois créer des business, créer de belles synergies au service. Vous en de ce faites de pays. belles rencontres. Vous Et en hein. parlant de lien, il y a même une jeune Algérienne, enfin originaire d'origine algérienne, qui va faire le parcours de France à Alger à pied. Wow. Et donc, elle n'était venue en Algérie qu'une seule fois, à l'âge de 4 ans. Elle a 28 ans ou 27 ans maintenant. C'est une promesse qu'elle avait faite à sa maman. Et ce voyage qu'elle devait faire ensemble, sa maman, malheureusement, Khadija, est décédée. Mais elle a décidé de continuer jusqu'au bout ce voyage. Et le départ va être pris le 1er mars. D'accord. Ça va être 1200 km. On va l'encourager. Oui. Derrière. Le 1er mars, le 15 avril, elle sera au port de Marseille. D'accord. Donc, à partir de Beauvais. Elle fera 25 km par jour et tous les 4 jours, elle va se reposer une journée tous les 4 jours. Donc, c'est une belle aventure qui va commencer et on va l'attendre ici à Alger. Elle s'appelle Rahnia Abla. Donc, Rahnia Abla, on t'attend à Alger. Et c'est en hommage à sa maman, c'est ça? C'est en hommage à sa maman qui a... Il y a déjà eu un exemple pareil. Il y a quelques mois. Ouais, c'était un jeune homme aussi qui avait fait un même parcours. En hommage à son grand-père aussi. Elle se dit, je vais sur la terre de mes ancêtres. C'est ça. Et ça, c'est fort. Pourtant, elle n'est venue qu'une seule fois, toute petite, à l'âge de 4 ans. Elle était dans la restauration. Ouais. Par hasard. Ouais, c'est l'attachement des Algériens de la 4e génération. Elle est coach sportif maintenant. Ouais, bravo. Voilà. Donc ça, c'est au passage. Il y a eu aussi un autre événement très important en Italie, c'est l'ouverture d'une école dédiée à l'apprentissage de la langue arabe. C'est une première en Italie. Donc dans la région, elle s'appelle, pour ne pas dire de bêtises, dans la ville de Città di Castello, située dans la région de Lombardie. Donc, c'est une initiative de l'association de la jeunesse algérienne, comme quoi il y a une jeunesse actuellement qui est avide, On la voit d'ailleurs, l'école. Voilà, c'est ça. Donc, c'était le 18 janvier dernier, et c'était une suite logique après l'ouverture du premier centre culturel, ou du centre culturel en Italie, le 25 octobre 2025. Donc, ça, c'était le 18 janvier 2026. Et donc, ça va être aussi un espace pour apprendre la langue arabe, mais aussi les valeurs algériennes, et pourquoi pas peut-être un cours d'art culinaire. La cuisine, ça pourrait être super sympa. Ça va. Que ce soit dans le centre culturel. Ça va ensemble. L'identité est composée de toutes ces variantes, ces éléments et ces paramètres. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes à fond, très passionné par la cuisine, la tenue algérienne, l'artisanat algérien, toute cette identité algérienne. Encore une fois, toutes ces composantes qui font l'identité algérienne, ça fait partie de nous, c'est notre histoire, c'est notre présent, et c'est ce qu'on doit léguer aussi à nos enfants. Vous battez constamment d'ailleurs. C'est important. C'est important de le faire, et c'est important de l'écrire maintenant. On a tellement un pays grand et immense avec une richesse inouïe qu'on n'a pas écrit grand chose. Et encore une fois, si on n'écrit pas, cette mémoire, elle va s'effacer. La transmission. Au fur et à mesure. On dit chaque vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et nous, c'est des centaines de bibliothèques qui brûlent tous les jours avec nos ancêtres qui partent. Et cette mémoire qu'on n'a pas écrite, moi, rien que dans mon domaine, ça fait 15 ans. Pour recueillir. Ça fait 15 ans que j'écris cette cuisine, ça fait 15 ans que je rencontre des gens, que ce soit dans mes émissions, que ce soit sur ce que je fais sur les réseaux sociaux, soit sur mes livres, où je contacte des dames, de nos grands-mères pour écrire. Et on est très loin de connaître toute la cuisine algérienne. Je continue à la découvrir parce qu'encore une fois, c'est un énorme pays. C'est un travail de longue haleine, en tout cas, une recherche en mais il faut, pour moi, on a une espérance de vie de 10 ans pour écrire, parce qu'après, ça va partir. Quand je parle de la cuisine, je parle aussi de l'art vestimentaire, je parle de tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. L'aqash, tous les... J'invite des stylistes et tout, et des dames âgées qui ont été dans le stylisme et
dans la couture, quand on voit les trésors qui sont cachés et qui doivent être référencés, c'est incroyable. Vous avez vu avec le caftan algérien qui était... C'était à l'époque où, en 2024, quand on était sur le point de l'inscrire, et cette bataille qui s'est menée diplomatiquement et sur les réseaux. Avec toutes les tenues algériennes, vous êtes très belle avec toutes les tenues algériennes. Je suis fière. Parfois on me dit, ah mais t'es kabyle, ah mais t'es constantinois. On va voir d'ailleurs tout à l'heure avec ses multifacettes. Et j'adore ça. Oui. D'ailleurs, dans ce cadre, le consulat, et c'est une initiative aussi, c'est une première je crois au niveau du consulat de Montpellier, où il va y avoir les escales culturelles algériennes. Donc c'est un événement qui va être organisé du 4 au 7 février, pendant 4 jours. Ça va être exposition, artisanat, rencontres, mais aussi dégustation de plats algériens. Voilà. Là, on arrive. Beaucoup vont venir, avec ça. Bien sûr. Et non seulement il va y avoir des plats à déguster, mais on invite aussi tous les Algériens à ramener un plat avec eux, s'ils veulent le faire, s'ils veulent faire goûter ou faire découvrir. Convivialité et échange, donc, générosité. Voilà, l'entrée libre. Et donc, c'est une invitation à une rencontre, encore une fois, et à la convivialité. Ça, c'est... Là, quand on voit tout ça maintenant, on est loin de ce qu'on était à 15 ans. Là. Il y a du chemin qui a été parcouru. Il y a une vraie prise de conscience de nos compatriotes partout, à l'étranger et ici, que cette réappropriation culturelle et cette mise en avant de notre culture, elle est importante. Et ça fait plaisir. C'est ça, c'est découvrir la culture algérienne sous toutes ses facettes. C'est ça. On rend hommage aussi aux premières dames qui ont écrit sur la cuisine algérienne. Les pionnières qui ont aussi raconté les premières recettes et tout qui étaient gardées jalousement. Ça se transmettait de mère en fille, et tout. D'ailleurs, je rends hommage à Madame Srli, Allah yarhamha, qui a décédé dernièrement et qui a écrit l'un des plus anciens livres qui date des la cuisine algérienne. 70. Très beau livre. Plus de 400 recettes qui ont été recensées là-bas. Elle l'a fait avec ses moyens à l'époque et c'est majestueux, Allah yibarak. Un monsieur Ouklou qui a décédé aussi dernièrement, qui a créé Dzeliez, pareil. Il a cuisiné, il a pâtissé pour tous nos présidents, nos anciens présidents. Donc voilà, c'est assez. Monsieur Medjahed aussi, un monsieur formidable qu'on avait rencontré, qu'on avait reçu ici, qui avait sillonné toute l'Algérie en essayant de rapporter des recettes, des anciennes recettes aussi formidables. Un grand monsieur, Allah yarhamou. Madame Fatel Zahra Bayed, son livre, je crois que c'est un best-seller où chaque fille, quand elle se marie, elle le sortait dans son trousseau. Allah yashafira. Parce que aussi elle a fait un travail formidable, pareil dans les fin des années 70, les années 80. C'est grâce à ces femmes-là qu'on a su garder cette mémoire-là. Elles étaient pionnières et on leur doit le respect et la reconnaissance par rapport à ce travail extraordinaire qu'elles ont fait avec leurs moyens à l'époque. Exactement. Si on vous demandait de prendre un plat, par exemple pour cet événement de Montpellier, ça serait lequel? Ça serait lequel? Moi, je prends des 2 grandes spécialités qui me tiennent à cœur, soit des tagines sucrées salées parce que j'ai grandi avec ça, soit un couscous parce qu'encore une fois, c'est le symbole et l'emblème de la cuisine algérienne, l'un des plats les plus anciens au monde. Quand on voit des traces qui datent de 3 siècles avant Jésus-Christ et ça, juste ce qu'on a pu trouver, on est fiers d'avoir un mets millénaire qu'on a su conserver et qu'on a su l'avoir avec toutes ces facettes-là. Un plat qui rassemble de tout le temps. C'est un plat du pauvre, du riz, c'est un plat qui s'adapte à tout, végétarien, avec de la viande sucrée, salée, il se mange à toutes les sauces. Exactement. Moi, je me rappelle d'avoir mangé à Tougourt un couscous qui est typiquement de la région, le bendereg. C'est délicieux. C'est une herbe qui ressemble aux épinards. Tout à fait. D'ailleurs, la sauce est... on devrait lui faire un quiz à Tarazet. Elle est incollable apparemment. Alors, juste un truc, le pourpier, c'est l'une des plantes les plus riches en oméga 3. C'est juste incroyable. Moi, je l'avais découvert à l'étranger et j'avais posté cette recette, j'avais posté cette plante, comme j'ai découvert dans un pays méditerranéen. J'avais posté cette plante sur les réseaux. Je me suis dit, si elle existe autour du pourtour méditerranéen, on doit la voir. Et j'étais étonnée par toutes les
recettes qu'on m'a postées, on m'a dit ah on le fait en couscous, on le fait en sauce, on le fait comme on fait le khoubiz, comment on fait le cèdre, on le fait de différentes façons et c'est incroyable comment notre cuisine, parce que on dit, sans le savoir, nos ancêtres utilisaient des produits. Le deuxième livre, il s'inscrit dans, c'est pas celui-là, le deuxième, il s'inscrit dans une série de livres de cuisine méditerranéenne. Et on a fait l'Algérie, il y avait la Grèce, l'Algérie, deuxième livre que j'ai fait et que j'ai signé. Et pour moi, c'est important qu'on parle de cette cuisine saine. Parce qu'on dit ah non mais c'est trop sucré, trop salé. Elle n'est ni trop sucrée ni plus salée que d'autres. C'est une cuisine très équilibrée quand elle est respectée. C'est une cuisine composée de légumes, de légumineuses, de peu de viande. À la base, rien que voir nos parents et d'herbes. Moi par exemple, quand on parle de régime crétois, pour moi on doit parler de régime kabyle parce que quand on voit il est vraiment similaire au régime crétois. C'est une cuisine de terroir, c'est une cuisine qui respecte la terre, c'est une cuisine qui respecte les saisons, c'est une cuisine à base d'huile d'olive, c'est une cuisine au monde. Il y avait moins de maladies avant. Nos aïeux, c'est et elles sont centenaires. Nos grands-mères de la Kabylie, elles sont centenaires. Avant, elles sont cuisine très saine. Donc, le granina aussi qu'on utilisait. Absolument. Elles ramassent des herbes, des dizaines d'herbes et elles font des pains avec et tout. Mais c'est un savoir-faire inouï. C'était une pharmacie ambulante. C'est vrai. Vous voulez préciser aussi que vous... Pardon, Amala, oui, vas-y. Je voulais dire quelque chose. Non, ça y est. Voilà, je voulais dire que vous étiez pionnière aussi à lancer un site culinaire, les joyaux de Shahrazad. On peut dire les 1001 recettes. Les 1001 recettes. Et c'est là où le déclic s'est fait. À la base, comme je vous ai dit, on m'a dit tiens, tu fais bien les gâteaux, fais un site, à l'époque on appelait ça les blogs, fais un blog et c'était le début de la blogosphère, on va dire c'était le dinosaure des réseaux sociaux. Donc je l'ai fait et c'est là où j'ai découvert que déjà ça intéresse. J'ai recréé un lien social parce que comme je m'occupais que de mes enfants, j'avais très peu de lien social. J'ai recréé un lien social et ça m'a fait plaisir avec des Algériens qui étaient partout dans le monde. Ça rassemble la cuisine. J'ai trouvé ça extraordinaire comment on peut créer de l'émotion à travers une recette. Un plat, des saveurs, des odeurs. Comment on peut rappeler aux gens des souvenirs d'enfance parce que peu importe ce qu'on est, peu importe ce qu'on devient, peu importe ce que les moyens qu'on a, on peut manger dans les plus grands palaces, on va toujours se rappeler de ce mets qu'on a mangé sur une haïdora avec sa grand-mère et qui raconte une histoire. C'est ce que vous faites, vous racontez cette cuisine, vous faites de la transmission et c'est pour cela que vous avez créé un blog qui vous a emmené à travers les régions d'Algérie à la rencontre de femmes. Et pas n'importe quelle femme, c'est des femmes qui étaient chargées à cuisiner dans les mariages. Exactement. Et pour moi, nos plus grands chefs, aujourd'hui en Algérie, c'est les femmes qui cuisinent dans les mariages et les halwajiyat. Elles ont une justesse dans les mains, ce qui est juste incroyable. Elles ne mesurent même pas. Elles ne mesurent pas comme elles peuvent cuisiner pour 1000 et tout est bon. Où est-ce qu'on mange le mieux? On mange le mieux dans les mariages, pas dans les restaurants. On va peut-être voir si la vidéo est prête de cet échange qui est passionnant avec ces femmes. Surtout comment on arrive à doser, surtout pour le compas dans l'œil, quand on dit le compas dans l'œil. Et chacune, elle a cette maîtrise qui est juste incroyable. Moi, je suis émerveillée. À chaque fois, je leur rends hommage. Franchement, merci. Oui. La vidéo est prête. On va voir un extrait. On y va. اليوم نديرو تنقفل. ضيفتنا اليوم ام رانيا الجديده. حندير لكم ان شاء الله مقراط البليدي. ريحته راها تشهي يا جماعه. اليوم معنا حاجه من تاجنا ثلاثيله. ندير لكم رفيس السيار. ضيفتنا اليوم دنيا من العاصمه راح نحضروا حلوه القرنونه. اليوم معنا شويه من الاضرار. وراح ندير لكم طعام بالمخلل. اليوم معنا أمينة من بشار. جيت نقدم لكم مرقة الملوخية بالشعرية. وفاء. أستيرو السود. اليوم ضيفتنا راح إيمان من مليانة. اليوم راح نديرو فاكية زمان. اليوم ضيفتنا سعاد من بجاي. راح نحضر اليوم حريرة قرصاء بالجولة. اليوم معنا صبيحة من الوهراني. جبت لكم الوصفة تاع الكعك الوهراني. ريحته هبال. اليوم معنا سليمة. اليوم معنا إيمان من بشار. جينا لكم بالطبقة البلبولة بالبكبوكة. اليوم معنا ريما مصطيف. ضيفتنا اليوم ميسة. راح نوجدوا مع بعض. aussi. Sucré salé. Le bilboula, c'est quoi? Il y a beaucoup de plats que... Et là, par exemple, avec elle, on avait fait aussi le dobchar, on va le découvrir, on avait fait, en fait, le gombos, alors comment on appelle,
Eux, ils l'appellent mouloukhia. Mouloukhia, Dans l'Est, ils l'appellent gnawiya. Ah, le gnawiya, c'est ce que Gnawiya. À Biskra aussi, on l'appelle À Béchar, ils gnawiya. l'appellent mouloukhia. Et qu'est-ce qu'il était bon. Cette sauce, qu'est-ce qu'elle était Sauce bonne. rouge. Non, mais c'était incroyable. Ah ouais, Elle est rouge. c'est bon. On dit, Shabahat Épaisse. Nassam, on dit, elle est super bonne, super bonne. Non, mais franchement. Avec de la viande d'agneau. Là, par exemple, le halira qarsa de Bjaïa, je ne savais, moi qui défends le halira et qui la met en avant, pour montrer qu'elle est algérienne, je suis partie recenser toute les halira. Il y a 2-3 variantes de tlemcen, c'est tlemcen, marnia, mdroma, chacune a sa halira. Il y a celle de Wahran, Blabbes, Saïda, Bachar. Alors, et j'avais découvert que même à Bjaïa, il y a une sorte de halira qarsa qui est faite avec du levain, très peu d'ingrédients, mais qui est incroyablement bonne. Oui, oui, j'imagine. J'imagine. Beaucoup donc, de Là, il y recettes. avait aussi un autre plat que j'ai. Je ne retiens même pas les noms parce que c'est tellement compliqué. Mais par exemple, on a fait chouchat tamsila, on avait fait le couscous de Adra qui le font avec le petit du chameau. Et pareil, ici, on découvre que dans le sud, ils ont une alchimie de saveur qui est juste incroyable. On dit qu'un plat, pour qu'il arrive au summum de son art, il faut qu'on arrive à avoir 4 saveurs. Le salé, le sucré, le piment et l'acide. Oui. Et on trouve ces 4 saveurs réunies dans plusieurs plats, dans le sud et dans l'est aussi. On va trouver, par exemple, là, ce couscous-là, on va utiliser le fermez, qui est un abricot séché qu'ils vont utiliser. On va utiliser la date. Par exemple, j'avais découvert au Wetsouf qu'ils prennent une pâte de date, qu'ils la mettent dans l'eau pour avoir la mélasse et arroser la sauce avec. Du coup, on a une viande, elle donne une tendresse à la viande incroyable. D'ailleurs, on dit que la viande chez Sherfa, mettez un noyau de date ou mettez un peu de date, ça va attendrir la viande. Quand on voit toute, quand on voit toutes ces technicités, on dit mais c'est incroyable, on a une cuisine encore une fois millénaire qui s'est façonnée avec le temps. Durant longtemps on dit oui c'est une cuisine, on a pris de telle civilisation, telle civilisation. Non, la cuisine elle a voyagé à travers le monde. Qui s'exporte maintenant. Exactement. Vous avez réussi à exporter il y a Et très longtemps. notre cuisine, Oui. elle est propre à nous. Quand on prend le baklawa, on dit ouais, elle est venue avec les Ottomans. Est-ce que notre baklawa, elle ressemble à aucune autre baklawa au monde? Non. Elle a Donc, été si, travaillée. elle a été travaillée. Notre baklawa, il y a plus de 90% de fruits secs. Il n'y a aucune baklawa où il y a autant de fruits secs dedans. Donc, il faut qu'on arrête de dire notre cuisine, elle s'est façonnée ici avec un savoir-faire algérien, des ingrédients algériens et des mains algériennes. Vous parliez. Après, vous avez su exporter Shahrazad à travers notamment à l'étranger, sur des plateaux télé, de l'autre côté de la rive. J'étais la première à tuer un plateau étranger et parler de cuisine algérienne et j'étais tellement fière de parler de halila, de parler de couscous, de parler de tagine, de parler de makrod, de parler et encore une fois de laisser une trace de cette cuisine parce que il y a le savoir-faire et le faire savoir. On peut avoir tout le savoir-faire du monde. Si on ne sait pas communiquer dessus, personne ne le saura. Il y en a qui ont très peu de savoir-faire mais ils savent tellement en parler, ils en font tellement des tonnes qu'on a l'impression que la cuisine elle est née là-bas. Vous avez été citée sur Forbes aussi, la revue. Tout à fait. Vous êtes conseillère aussi pour plusieurs marques. Pour plusieurs marques, pour des événements culturels aussi. Tout à fait. Vous avez participé cette année à Orica pour le salon de la restauration. L'année dernière, j'étais invitée d'honneur. Jury, vous étiez le jury. Et cette année, je lance un produit, mon premier bébé dans l'agroalimentaire. Il est là. Il est là. En fait, c'est une sorte de fourrage. Moi, je l'appelle un fourrage algérien à tartiner aux saveurs d'amande et à la fleur d'oranger. Et je voulais avoir un truc qui a une identité algérienne. Tout ce que je fais, je veux qu'il ressemble à. Je veux qu'il ressemble à ce beau pays, à ses saveurs, à sa gourmandise. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. La fleur d'oranger, la noisette, on dirait. On a les amandes et la fleur d'oranger. Les amandes. Et la majorité de nos recettes, nos pâtisseries sont faites avec ces deux ingrédients. On va trouver la fleur d'oranger, on va trouver l'amande et je voulais travailler sur ça. Je lance aussi prochainement une marque de gâteaux algériens. En fait, cette année, c'est l'année de l'entrepreneuriat et je lance dans plusieurs projets, mais qui mettent en avant l'Algérie, le savoir-faire algérien et l'histoire. Et l'histoire de l'Algérie. J'adore mettre en avant. C'est vrai. Vous avez parlé tout à l'heure donc de souvenirs, de Hedora, etc. C'est vrai que chacun d'entre nous a ses souvenirs enfouis en nous et sans le savoir, on pourrait en écrire des livres et des livres. Ah oui. Et c'est vrai que c'est une force parce que vous avez réussi à reproduire et à rappeler tous ces beaux souvenirs à travers une cuisine bien de chez nous. Quand j'avais commencé avec le blog, pour moi, les gens, c'était
ma première vision. Je me dis, les gens, ils vont pas goûter. Il faut leur faire sentir ce que je suis en train de faire. Et j'ai raconté, moi, pour moi, mon introduction, elle était super importante. La photo en elle-même, parce qu'il fallait qu'elle soit gourmande, et l'introduction, il fallait qu'elle donne envie, il fallait qu'elle rappelle à chacun d'entre nous un souvenir. Et c'est comme ça qu'on allait adopter la recette et encore une fois, se l'approprier. Et j'ai fait la même chose, la première émission que j'ai tournée. Pour moi, pareil, il fallait que je raconte des histoires, donner une vraie identité, en fait, donner envie aux gens d'écouter. Pour moi, les plus beaux moments, c'est ceux qu'on a passés avec nos grands-parents quand ils nous racontaient des histoires. Et on s'est éduqué avec ça et on a grandi avec ça. Et on peut effacer tout de notre mémoire. Ce moment-là, on ne pourrait jamais nous le prendre et on ne pourrait jamais nous l'effacer. Et pour moi, c'est ça. La cuisine, elle devait avoir une mémoire et une histoire qu'on doit raconter à nos enfants. Une cuisine qui nous ressemble et qui nous rassemble. Tout à fait. Et avec des produits sains surtout, travailler avec des huiles, bien de chez nous, du terroir, du fromage. Ce beurre clarifié, les plus grands chefs cuisinent avec. Alors que nos grands-mères, elles ont toujours pour elles, tu ne mets pas ni margarine ni rien du tout. Tu cuisines avec une semaine. C'est important. Tu cuisines à l'huile d'olive. Tout est bien dosé. Tu cuisines avec le gras du quinoa ou là, le gras du mouton parce que c'est ce qui va donner du goût. En fait, chaque détail. Je me rappelle l'année dernière, j'avais invité aussi des dames de plus de 70 ans. Pour moi, c'est important qu'elles aient plus de 70 ans parce que leur mémoire, elle n'a pas été déformée. On va le plus loin possible dans la mémoire. C'est ça. Et elle n'a pas été déformée ni par réseau, ni par qui que ce soit. Et ces dames-là, à la place du Koumoun, si tu mets Kerouia, elle va s'asseoir contre toi. Pour elle, c'est du Coran et c'est un truc sacré que tu ne dois pas toucher. Et quand tu les voyais passionnés, quand il fallait faire revenir l'oignon, il fallait qu'on attende. Même quand on produit une émission, on fait vite. Ben non, pour elle, il fallait qu'on attende, qu'on fasse bien revenir l'oignon. C'est ça, c'est des gestes. C'est des gestes ancestraux et c'est des gestes qui sont minutieusement choisis et chronométrés probablement, n'est-ce pas? Donc c'est pas juste en cuisine, c'est de l'art, c'est un savoir-faire et c'est juste parce que d'autres pays ont su codifier ça et l'écrire avec des termes technologiques. C'est clair. Nous, on l'a pas fait encore, mais pour moi c'est le moment de le faire, qu'on puisse l'enseigner aussi dans nos écoles de cuisine, que puissent nos chefs qui sont maintenant dans les hôtels, surtout les hôtels étatiques, qu'ils puissent avoir limite l'obligation de présenter la cuisine algérienne encore une fois avec sa diversité. Parce que la cuisine algérienne, elle ne se résume pas à un mtoum, à une shorba afrique et un bourek. La cuisine algérienne, encore une fois, même si c'est des plats que j'adore, mais la cuisine algérienne, elle est diverse et variée. Et chaque Algérien, pour moi, il a l'obligation et le devoir de connaître toute la diversité. C'est important. C'est une école peut-être? Ouvrir une école, ça serait bien. C'est un de vos projets peut-être. Mais en attendant, par hasard, je suis tombée sur une vidéo où vous avez cuisiné pour la compagnie algérienne étatique Air Algérie. Tout à fait. Un couscous pour Yenayer. Et pour la fête de l'année, je crois aussi. Non, mais je suis contente que notre compagnie nationale ait cette volonté de mettre en avant la cuisine. Qui s'ouvre aussi sur le monde, la compagnie nationale. Qui s'ouvre sur le monde de 1 et qui maintenant. Plusieurs lignes maintenant qui sont. On a cette chance aussi d'ouvrir beaucoup de lignes vers l'Europe, vers l'Asie, vers l'Afrique. Tout à fait. Et c'est important que ceux qui prennent la compagnie goûtent la cuisine algérienne. Exactement. Et que ce soit un vecteur de transmission de cette image, de cette belle cuisine et surtout de cette diversité. Donc oui, j'avais cuisiné pour le réveillon aussi. Enfin, j'avais proposé un menu pour le réveillon où il y avait les sucrés salés. Moi, j'adore le sucré salé. Donc je voulais mettre en avant. C'était du poulet avec des pruneaux et le poisson, on parle très peu du savoir-faire de la cuisine du poisson. D'ailleurs, l'une des femmes algérienne, oui. Voilà, base de poisson. Exactement. L'une des dames que j'ai invitées, elle est de Gigel et elle m'a présenté un couscous au poisson. Ah, au poisson, oui. C'est qu'on a aussi le couscous au poisson. En fait, on le cuisine à toutes les sauces. Et le guinéen, c'était le couscous sba et souffert parce que pour moi, c'est le symbole de ce nouvel an berbère qui fête l'abondance, qui fête une nouvelle an, Inch'Allah, ya Rabbi, et que ça sera une année d'abondance. Machallah, on est sur une belle lancée économique
économique, une belle lancée agricole, que l'agriculture redevient une priorité nationale. Nous avons de très bons fruits et légumes. Cultiver notre blé, cultiver nos produits et qu'on soit nous-mêmes exportateurs de cette richesse, ça c'est juste incroyable. Et j'avais fait aussi un baril au chocolat parce que pour moi, le baril est un symbole. Donc je l'ai retwisté un peu. Alors, en parlant de Brir, à Larwat, ils ont une spécialité. Donc, Brir, ils en mangent tous les soirs, في رمضان. Et donc, le Brir, il est épais. Alors, c'est une épaisseur un peu particulière. Comme un pancake. Comme un pancake. Elle revient de Larwat, c'est pour ça qu'elle revient de Larwat. Ce Brir qui est assez épais. Et donc, c'est une spécialité chez eux. Ils le servent avec quoi? Ils le servent avec du miel? Oui, oui. Sherbet. Sherbet. Voilà. Ah, il l'arrose avec sherbet. Voilà, avec un sherbet. Rien pour ça, j'irai là-bas. Exactement. Prochaine destination, Larwat. Mais j'étais impressionnée aussi par leur couscous, parce que leur couscous, il est trop épais. La sauce là, et je me rappelle une chef Aïssa d'ailleurs que je salue, elle m'a dit, nous, tellement c'est épais, quand on met le bâton de cannelle, il ne tend pas, il reste. Ils utilisent une herbe qu'on appelle chip de chir, qu'ils vont fumer, brûler, et la mettre dedans, et ils mettent dans la sauce, et c'est tellement bon. Et encore une fois, c'est une vraie science. Et c'est ça qui est dingue. Toutes les techniques qui existent au monde, parfois par exemple dans des cuisines connues et reconnues dans le monde, ils ont le côté fumé, mais on l'a toujours fait. Fumé. Par exemple, quand on prend khbzat al-milla qui est dans le sable. Et puis dans le sable. Dans les braises. Elle est en quelque sorte fumée aussi avec ce sable et le ramad qui est au-dessus. En fait, ce savoir-faire, on l'a toujours su. Encore une fois, il fallait juste le démocratiser à travers tout le pays. Et encore une fois, le codifier pour le mettre en œuvre. Voilà, c'est passionnant. En tout cas, on arrive à la fin. On peut rester comme Merci. ça. C'est fini. Ouais, c'est fini déjà. On n'a rien oublié. Un dernier mot, allez-y. Mais c'est bien qu'il y ait la contribution aussi de notre communauté dans cette Alhamdulillah. Merci déjà pour l'invitation. Valorisation, je que vous faites aussi pour la promotion de l'Algérie et de sa culture et de son identité. Allah Ibarak, on apprend aussi les unes des autres. Et je salue tous ceux qui me suivent. Pour moi, c'est ma grande famille, que ce soit ici ou à l'étranger. Merci pour cet élan, même encore une fois, dans la promotion de la cuisine algérienne, de l'identité algérienne. Merci à nos compatriotes un peu partout. Merci à vous, chef Shahrazad. Et merci à notre pays d'être ce qu'il est. On est fiers d'être algérien. C'est bien dit. Merci beaucoup, Shahrazad. Merci, Filla. Merci, Amel. Toujours un plaisir donc, de te retrouver chaque dimanche matin. C'était une émission avec beaucoup de saveurs. Beaucoup de saveurs. Et de beauté aussi. Exactement. Merci beaucoup, Filla. À dimanche prochain. Et encore une fois, merci à Shahrazad. À très bientôt, Inch'Allah. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir pour d'autres émissions. Bon courage pour tout ce que vous faites et bravo encore. Merci. Voilà. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se retrouvera dès demain à partir de 8h du matin. Et puis en attendant, n'oubliez pas de retrouver juste après le Bonjour d'Algérie, l'instant matin, avec Mariam Moussaïd. Quant à moi, je vous dis à demain. Merci, au revoir et bonne journée.